La transition est parfaite du coup pour parler de ce que vous faites chez Linagora et de Lucie du coup. Donc bon, il y a eu beaucoup de critiques, de moqueries qui ont été faites sur Lucie. On va en parler un peu après. Mais avant ça, du coup, est-ce que toi tu peux rappeler quelle est l'essence de ce projet-là, d'où ça vient, quelle est la vision de base, quand est-ce que vous avez commencé à travailler là-dessus et à qui s'était adressé justement Lucie? Alors, l'histoire de l'IA à l'Inagora, ça commence en 2016. Donc bien avant en fait les GPT, bien avant en fait ChatGPT et ainsi de suite. On s'intéresse en 2016 sur la voix et donc la transcription de la voix. Moi, je suis une génération, tu vois, dans les années 80-90, tu voyais des films de science-fiction et tu vois, tu interagis avec la voix avec les machines. Donc ça a toujours été quelque chose d'assez assez prégnant en fait dans moi en tout cas dans mon approche de la technologie. Et en 2015, alors que ça s'appelait pas encore Alexa, en fait, moi, je vais au CES et on voit, en fait, sur un petit bout de table, tu vois, une petite carte imprimée, tu vois, c'était pas encore packagé, il n'y avait pas encore Amazon. C'était une petite bande, en fait, d'ingénieurs qui montrait effectivement une interaction à la voix. Je dis, waouh, génial. Et en fait, dans l'avion, de retour entre Las Vegas et Paris, je dis, bah, de toute façon, il faut qu'on crée, en fait, une alternative parce que nous, tu vois, je me disais, bon, la voix, je sais pas si pour donner quelques exemples, mais tu vois, quelqu'un qui tape assez vite au clavier, il va à peu près taper 60 à 80 mots par minute. À la voix, tu fais entre 160 et 200 mots minute. Globalement, tu as un ratio entre 2 et 3. Ouais. Donc c'est simple que la meilleure interface, et on va le voir, les téléphones vont disparaître à mon avis assez rapidement, puisque l'interaction avec la voix va nous permettre tu vois, d'interagir avec des devices, une lunette, une paire de lunettes, ou en fait un autre device à définir. Il y a plusieurs approches en fait là-dessus. Mais donc du coup, dans le retour de l'avion, je me dis, bon, bah, nous en fait, on a des clients qui utilisent nos solutions, ils vont vouloir utiliser la voix. Est-ce qu'en fait, on va vouloir dépendre d'un GAFAM, tu vois, comme Alexa ou en fait le Google Assistant qui est arrivé après ou d'autres. Et donc du coup, on lance en fait une petite équipe à commencer à travailler pour faire ce qu'on appelle un ASR, en fait un Automatic Speech Recognition. Et ça a commencé comme ça l'histoire. En quelle année du coup? 2016. 2016, ok. Voilà, 2017, le modèle Transformer, en fait, donc le papier sur les Transformers, en fait, arrive. Parce que nous, en fait, très vite, on arrive à développer quelque chose qui fait donc, la transcription. Et on se dit, mais ce texte-là, en fait, la première chose qui nous est dit, on a dit, il faut qu'on travaille sur des résumés. Et donc, on a commencé, en fait, à faire des résumés. Et en fait, c'était... et quand le papier Transformer est sorti, on avait déjà, en fait, des collaborations avec le LIX, donc le laboratoire d'informatique de l'École Polytechnique. Et un des enseignants-chercheurs, en fait, Antoine, qui était là, à cette époque-là, il lit le papier et il m'appelle et il me dit, mais tu sais, en fait, pour les résumés que vous faites avec Linto, il faut qu'on utilise ça. Et en fait, on a commencé à utiliser le principe des transformers sans, en fait, développer un LLM complet dans Linto, en fait, pour faire ces résumés. Donc ça, on est en 2017-2018. Et un peu comme tout le monde, parce qu'en 2018, 2019, 2020, t'as GPT-1, t'as GPT-2, et donc, en fait, si tu veux, et t'as OpenAI, en fait, qui arrive en 2021, il me semble, t'as Bloom, en fait, ici, qui se développe. Donc, on commence à avoir des LLM, et là, tout le monde est en open science, c'est ouvert. Bloom, toutes les données sont ouvertes. GPT-1, GPT-2, le code source et les données, en fait, sont ouvertes. Donc, si tu veux, en fait, on commence à voir apparaître, et c'est vrai que c'était naturel que l'open source amène ces briques-là, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, qui me semblent, comme c'est d'intérêt commun, je pense qu'effectivement, il faut que ça soit porté à un moment ou à un autre par une technologie open source. Donc, on regarde ça, mais nous aussi, tu vois, en fait, on a une équipe recherche qui travaille sur ces trucs-là, qui fait de la détection d'entités, qui fait en fait de la classification. Mais la grande différence, c'est que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'OpenAI était en train de collecter de façon massive énormément en fait de données, alors en ne respectant ni en fait le droit d'auteur, ni nos données personnelles, donc en scrapant en fait le web. Et ils arrivent en fait à entraîner GPT-3, et donc là, c'est closé, et il y a un produit qui sort, et là, on connaît en fait l'histoire. Et donc là, on est en fait fin 2022, ouais. Et tout début 2023, au même moment où Meta commence à parler de la main, moi, en fait, avec quelques personnes de la boîte, je me dis, mais en fait, si tu veux, notre ADN open source, l'expérience qu'on a déjà dans la voix, parce qu'on faisait déjà les modèles acoustiques, on avait déjà des modèles de langage à nous, mais tout petit. On s'est dit, mais pourquoi en fait ne pas se lancer en fait à développer un LLM, puisque globalement, ça va être une brique essentielle. Donc,
juin 2023, je poste donc je crée en fait sur GitHub donc la zone en fait OpenLLM France. Je pose un manifesto, donc une page toute simple qui dit 1,5 en Markdown, hein, qui dit si vous vous intéressez à développer des communs numériques dans le domaine de l'IA générative, ça veut dire que vous partagez à peu près les mêmes valeurs que nous. Et je vous invite à me rejoindre. Je mets un serveur Discord que j'avais monté le matin même. Donc le soir, on était 8. Et puis au mois de septembre, on est déjà 150. Et là, aujourd'hui, je pense que là, au mois de février, on était 1100. Donc ce qui fait certainement de la communauté OpenLLM, certainement la plus grande communauté francophone qui parle d'IA générative. Et entre-temps, l'État lance en fait un appel à projet sur les communs numériques dans le domaine de la générative. Donc on avait une certaine forme, tu vois, de similarité aussi dans les dénominations. Et moi, du coup, je fais un appel à la communauté. Je dis, écoutez, nous, on aimerait peut-être répondre en fait à cet appel à projet, puisqu'il y a avoir un financement de l'État pour entraîner en fait un des modèles fondation. Et donc, du coup, je propose. Alors là, pour le coup, je reçois peut-être une quarantaine de boîtes, soit des labos, soit des boîtes, des petites startups qui gravitaient, qui se rapprochent de nous. Et là, je suis obligé un consortium, c'est difficile, d'être une quinzaine déjà d'acteurs, c'est beaucoup. Donc, on en sélectionne 13, plus l'Inagora, donc on est 14. Et en fait, on répond à cet appel à projet. Donc ça, c'était en octobre 2023. Et en novembre 2023, un matin, je me lève et je me dis, mais bon, finalement, on a les ingénieurs. Pendant l'été 2023, je fais la rencontre en fait des dirigeants du GENSI, et entre autres de Stéphane Requena, qui est le CTO du GENSI. Donc le GENSI, c'est les gens qui en fait ont les moyens de calcul académique, dont cette fameuse machine Jean Zay. Et moi, Stéphane, on s'est très vite entendu. Il a fait participer en fait à l'expérience Bloom. Bloom avait été entraîné sur Jean Zay. Il voit, nous, certainement, dans la démarche, une sorte de continuité ou en fait, une sorte de V2 en fait, de Bloom. Et Stéphane me dit, écoute, on te suivra. Enfin, nous, en fait, on croit en fait en votre projet, et puis on croit surtout à cette ambition en fait d'avoir un LLM en fait franco-européen. Donc, des hommes, la ressource computationnelle, les GPU, on les avait. Et donc, la troisième chose qu'il te faut pour en fait entraîner un modèle, c'est de la data. Et les data, de toute façon, nous, quoi qu'il arrivait, il fallait qu'on la collecte. Donc, est-ce qu'on attendait d'avoir le financement de l'État ou est-ce qu'en fait, on commençait dès à présent? J'avais les ingénieurs. Eh ben, on a dit, on commence. Donc, novembre 2023, on lance. On collecte pas mal de données jusqu'à mars 2024. En avril 2024, on est conscient, donc une fois que tu as le dataset, donc là, on avait récolté à peu près, on va dire un premier trillion de tokens, 1000 milliards, donc c'est déjà pas mal. On entraîne en fait une première version de notre tokenizer. Donc le tokenizer, c'est en fait un composant auquel tout le monde en fait est confronté. C'est que ça transforme finalement les prompts en matrice de vecteurs, donc pour pouvoir en fait être interprété après par les modèles. Donc on entraîne le nôtre parce que en fait on pense qu'il y a une vraie, enfin on le sait surtout, c'est que quand encore aujourd'hui, quand tu utilises l'API d'OpenAI qui a été optimisée en fait sur l'anglais, quand tu la questionnes en français, tu as un overhead de 30% à peu près, entre 20 et 30% de surcoût lié parce qu'en fait les tokens sont moins optimisés pour la langue française. Donc nous on veut corriger ça, donc on entraîne notre tokenizer en fait en avril-mai. On nous apprend que la machine aura un tout petit peu de retard puisqu'elle devait être livrée, en fait, la nouvelle partition Jean Zay avec les H100 devait arriver en fait au mois de juin. Donc ça sera au mois d'août. Et donc on profite en fait de cette période pour récolter des données supplémentaires. Parce que dans le cas d'une réunion, on a un vrai doute. On dit, est-ce que finalement on aura suffisamment de données pour entraîner un modèle à 7 milliards de paramètres? Et puis donc les avis en fait divergent. Moi, je dis, OK, on va collecter, on va essayer de trouver d'autres données. Donc là, en fait, on a fait un travail grâce, en fait, aussi aux équipes de GameFace qui nous ont aidés, qui nous ont mis un peu sur la voie. Donc, on a pris des datasets qu'ils avaient déjà, ils avaient fait déjà un premier travail de curation. Et on a continué ce travail de curation. On a pris un autre dataset public où là, on a fait vraiment un gros travail de nettoyage parce qu'il y a eu Le Monde...
des images, enfin voilà, qui n'étaient pas Voilà, du tout comment tu acceptables. fais... Ça, c'est intéressant. Comment est-ce que tu fais le tri, on va dire, dans tout ça, pour trouver le juste milieu entre qualité et quantité? Alors déjà, nous, le principe, c'était, on voulait démontrer que la qualité de la donnée était plus importante que la quantité. Et concrètement, là, aujourd'hui, l'U6 7B, donc le modèle fondation, il a été entraîné avec 3 trillions, donc 3 000 milliards de tokens. Et vous verrez que les évaluations sur les benchmarks classiques qui sont utilisés, on est assez proche, en fait, de l'AMA 3.1. Donc, ce que ça veut dire, c'est que... Et l'AMA 3.1, en fait, a été entraîné avec à peu près entre 14 et 15 trillions de données. Donc globalement, avec 5 fois moins, à peu près, on obtient des performances importantes. Ça, c'était moi, ma volonté, c'était de démontrer que la qualité des données était plus importante que la quantité. Alors comment on fait? C'est un travail exigeant, j'allais dire un travail de chien, mais bon, parce que c'est vraiment... tu vois, tu manipules en fait des millions en fait, d'URL. Donc il y a des outils en fait, qui permettent de faire de la déduplication, du calcul en fait des heuristiques qui permettent, tu vois, de faire en fait de la sélection, un peu de carottage, voilà. Donc est-ce que en fait aujourd'hui dans les données en fait de Lucie, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas en fait de données qui ne respecteraient pas le droit d'auteur ou qui auraient des contenus? C'est hyper difficile en fait à dire, mais c'est vrai qu'on a fait en fait ce travail de curation. Ça nous a pris quand même pratiquement 6 mois. Et quand tu dis on, c'est l'équipe Linagora ou il y a aussi la communauté open source justement qui aide sur ça? Donc là, pour toute la partie pré-training donc du modèle, on a essayé de travailler en petit comité. Vous êtes combien déjà dans l'équipe? L'équipe Linagora, toute la partie IA de Linagora, c'est à peu près une trentaine de personnes. Les gens qui entraînent le modèle, qui sont proches du modèle, on va dire c'est une grosse dizaine de personnes. Mais à côté de ça, en fait, on avait quand même si le projet et le financement n'a commencé qu'en 2025, on avait donc des réunions avec nos partenaires académiques, le LIX, le Lauria et ainsi de suite. Donc ils venaient, mais donc ceux qui ont travaillé sur les données, c'est une équipe de 7-8 personnes, avec pas uniquement des gens de l'Inagora, puisque tu as quelqu'un du CEA qui a bossé en fait avec nous, et puis quelques personnes qui nous ont aidés. Voilà, dont en fait aussi les gens qui ont fait Playas, donc avec le Common Corpus, donc Pierre Carl et Anastasia, qui étaient au début en fait dans le projet, après qui ont choisi de faire en fait autre chose, mais une partie en fait des travaux originels de collecte de données ont donné lieu à la création du première version du Common Corpus, qui a été publié, je crois, en février 2024. Voilà, donc c'est un travail voilà, de fourmi. Et est-ce que en fait on est exemplaire? On a essayé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ça qui en fait est intéressant, c'est que dans la démarche, globalement, nous on dit qu'on fait un modèle réellement open source puisque le code source, la licence est sans restriction, et tu as surtout la possibilité d'auditer, de regarder la totalité des datasets en fait d'entraînement. Alors est-ce que tous les utilisateurs font ça? Non, mais quand même je voudrais. Il y a deux choses. C'est qu'aujourd'hui pour un téléchargement du modèle, on a 10 téléchargements du dataset. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la qualité en fait, et des données d'entraînement. D'ailleurs, je trouve que la qualité de la data card, donc la page en fait, sur Hugging Face, on a fait un gros travail pour expliciter, citer toutes les licences, les répartitions. C'est, je pense, un exemple, en fait, un exemple à suivre pour les autres producteurs de modèles qui voudraient en fait, publier leur dataset. Mais voilà, je pense qu'on est un des premiers en fait, à faire cet exercice de transparence. Et demain, si en fait, on avait une génération, je sais pas... retrouver un contenu d'Orelsan ou d'un autre auteur, tu vois, en fait, dans nos générations, bah, on aurait la capacité à remonter et à démontrer, effectivement, et même à retrouver la source, puisque globalement, on sait dire, en fait, à peu près sur un contenu où est-ce qu'il a été, en fait, identifié. Donc, je pense que ça, c'est un élément essentiel, et je pense que, si tu veux, dans la démarche stratégique et d'autonomie que doit avoir l'Europe dans le domaine de l'IA générative, c'est ça, c'est cette transparence. Parce que demain, en fait, quand on voudra confier à ces modèles des décisions, bah moi, je sais pas, enfin, j'aimerais que en fait, nos décideurs et ceux ou les clients qui vont faire le choix de ces technologies disent, bah oui, mais si je laisse la main à ces technologies de prendre tout ou partie de certaines décisions, tout en restant un peu dans la boucle en tant qu'humain, bah, je voudrais quand même savoir d'où, tu vois, là, un peu boîte blanche, et de savoir en fait sur quoi ces modèles ont été entraînés. Et aujourd'hui, on le sait bien,
99% des cas, c'est pas le cas. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Crisp est une plateforme française permettant aux entreprises de créer des liens de proximité avec leurs clients. Grâce à une suite d'outils rendant les équipes plus productives et les clients plus heureux, le logiciel facilite ainsi la gestion de la relation client. Crisp vous assure donc que chaque client ou prospect se sente entendu et aidé en un rien de temps, à n'importe quelle heure et sur tous vos canaux de communication. Et voici ce qui rend Crisp vraiment différent. Une bombe de valeur pour toutes les entreprises, qu'elles se lancent ou qu'elles soient déjà établies, grâce à des tarifs adaptés à tous les besoins, un niveau de personnalisation hyper poussé pour tous les secteurs d'activité, des modèles d'intelligence artificielle sur mesure et un support client en français avec une réactivité de folie. Alors si vous souhaitez transformer votre expérience client pour en faire un avantage concurrentiel, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Quand tu parles d'entraînement de l'IA, il y a un truc qui est sorti récemment, c'est la nouvelle version de DeepSeek R1. Ça a changé beaucoup de choses, j'ai l'impression, dans le budget que tu accordes à l'entraînement. Vous regardez ça de quel œil ? Nous, on adore, en fait, si tu veux... Sachant que c'est aussi open source, en plus de ça. Oui, alors, en plus, donc là, cette semaine, on est donc la dernière semaine du mois de février, et donc DeepSeek, tous les jours, un jour par semaine, publie, en fait, un bout, en fait, du code source. Parce qu'il n'était pas complètement open source, et ils ont décidé, en fait, d'ouvrir... suite, à mon avis, aussi au bad buzz qu'ils ont eu aussi, puisque la partie récupération des données, enfin... les exfiltrations des bases de données en fait d'entraînement. Donc, ils ont eu aussi leur petit épisode médiatique. Et aujourd'hui, donc, ils publient en fait un repo par jour en fait avec des évolutions. Donc ça, c'est génial parce que effectivement, c'est pour ça que ça évolue si vite aujourd'hui en fait l'IA générative, c'est que y compris Meta qui publie pas le code source, mais dans les papiers de recherche, on apprend beaucoup de choses. DeepSeek, le papier de recherche, plus en fait les repos là, on apprend beaucoup de choses. Donc en fait, si tu veux, c'est une innovation mondiale qui progresse. Et alors, la grande différence, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, donc c'est aussi l'annonce de ce matin en fait sur Claude, en fait sur Sonnet 3.7, c'est que tu as une version dite extended, en fait, si tu veux, qui apporte cette capacité à réfléchir, raisonner. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, alors pour moi, c'est la prochaine frontière, puisque tu vois, en fait, on commence de plus en plus à s'approcher quand tu vois certaines générations de modèles comme O1. Alors, j'ai pas encore testé en fait 3.7, mais bon, certains disent déjà que c'est assez impressionnant. Ou des générations en fait sur DeepSeek. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est de voir le modèle commencer à cheminer, de s'arrêter, de revenir en arrière, de reprendre une autre voie. Finalement, ce que fait un humain. Donc, on commence à singer ou à imiter aussi des comportements de raisonnement. Humain, ouais. Voilà, je dis pas qu'il y a une conscience, je dis pas qu'ils réfléchissent, mais cette démarche, tu vois, en fait, essai-erreur, parce que c'est à peu près ça, on commence en fait à la matérialiser. Et ça, c'est assez nouveau parce que globalement, ce qui se passait avec les modèles LLM classiques de 2023-2024, globalement, on était vraiment sur l'imitation simple, de dire j'attends ce type de résultat, comme le modèle l'a vu en fait pendant sa phase de pré-entraînement, il est capable de à peu près te sortir des informations modulo bien sûr les hallucinations et les biais volontaires ou parfois involontaires. Voilà. Mais donc effectivement, DeepSeek très intéressant, et aussi moi je reprends toujours la phrase de Yann LeCun. Il dit pas que c'est la Chine qui a battu les États-Unis, c'est l'open source, ou en tout cas l'approche open, qui vient en fait ébranler les systèmes en fait commerciaux et fermés. Et on l'a vu, ça a été une vraie boucherie, si tu me permets l'expression, à la fois sur la bourse, sur la bourse, bien sûr, sur Nvidia, et puis aussi ça a mis tu vois l'énergie qui a été développée, puisque Hugging Face a lancé OpenAir1. Anthropic a sorti la semaine dernière donc une version débiaisée de DeepSeek. Claude qui arrive en fait là. Donc ça a mis en fait un vrai coup d'accélérateur. Donc ça c'est génial, tu vois, parce que en fait effectivement à chaque fois tu as un truc nouveau qui va venir en fait enrichir. Et comme souvent c'est pas que de l'open source, puisque l'open source, encore une fois, il faudrait que les données soient ouvertes, mais c'est open science, donc ça bénéficie à tout le monde. Et donc, en tout cas, après, il faut juste... Mais nous, tu vois, par exemple, sur Lucie, on a fait une petite expérimentation
on gagne 10 points en fait, de performance, par exemple, sur un benchmark mathématique en utilisant en fait, le GRPO, donc le Reinforcement Learning en fait, qui a été utilisé sur DeepSeek. Donc on a regardé, les codes sources en fait, n'étaient pas disponibles, mais moi j'ai des gars, en fait, si tu veux, qui ont un peu compris comment ça fonctionnait sur la base du papier de recherche, et en fait ça fonctionne. Ok. Si on parle maintenant des erreurs qu'il y a eu quand vous avez lancé Lucie, d'où ça vient, ces erreurs? C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est super intéressant que tu favorises la qualité des données avant la quantité. Mais pourtant, si on regarde, il y a eu quand même pas mal d'erreurs quand vous avez publié cette première version. Alors, d'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que tu expliques ça? Bon, on parlait de sport, je vais prendre une image sportive. Ouais. Quand tu veux préparer, par exemple, quand l'équipe de France de rugby veut préparer la Coupe du Monde maintenant dans 3 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas avoir une première phase où en fait, ça va se passer en 3 phases et ça va être l'analogie avec les modèles de langage. Donc, tu as une première phase en fait qui est, si tu veux, la sélection des joueurs et puis tu vas en fait travailler sur en fait leur potentiel physique, leur technique en fait individuelle et ainsi de suite. Donc ça, c'est le pré-training en fait du modèle. La deuxième phase, tu vois, en fait, après, tu as les matchs amicaux. Et les matchs amicaux, qu'est-ce que ça va faire? Tu vois, où le tournoi destination, en fait, en ce moment, tu travailles sur des tactiques. Tu vois, ce week-end, en fait, contre l'Italie, en fait, on dit, en fait, on fait 7+1, on met 7 avant plus seulement 1 remplaçant. Tu vois, donc on teste, en fait, des nouvelles stratégies. Et donc ça, en fait, si tu veux, le fait de comment le groupe doit travailler ensemble, développer des tactiques de jeu, ça, en fait, ça correspond, en fait, à la partie d'instruction, en fait, du modèle. Donc, en fait, globalement, tu vas lui dire au modèle, au-delà de tes compétences propres, mais de base, tu vois, parce que tu prends un joueur tout seul, en fait, d'une équipe de rugby, il fait rien. Donc, il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble. Donc, en plus de tes compétences propres, maintenant, en fait, on te donne le schéma de jeu, comment tu dois progresser, ainsi de suite. Et enfin, en fait, tu as la troisième partie, c'est que globalement, tu as effectivement l'analyse en fait vidéo, où tu regardes si ça a fonctionné ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les préférences humaines dans le domaine des LLM. Et donc, du coup, tu vas affiner pour que le modèle, en fonction d'une situation, va répondre d'une certaine façon. C'est souvent là où il y a des biais volontaires ou involontaires qui sont injectés dans les modèles. Donc concrètement, si on regarde où nous en sommes avec Lucie, c'est que Lucie, en fait, on a terminé la première étape. Donc la première étape, tu as un modèle fondation. Et un modèle fondation, il n'est pas prêt pour être mis en œuvre à large échelle auprès du grand public. Donc tu vas me dire, mais Lucie.chat, vous avez en fait communiqué sur une plateforme ouverte au public. Donc oui, la raison en fait est la suivante, c'est que si tu veux, pour faire la deuxième partie, donc l'instruction, c'est qu'on a besoin de données. Et en fait, dans notre démarche en fait open source, ce qu'on a voulu faire, c'est dire, on va mettre la plateforme en ligne. Et donc, je ne sais pas si tu as eu le temps, toi, de la tester avant qu'on soit obligé de la refermer. Mais c'était déjà fermé. Voilà, donc globalement, tu arrivais, tu avais une file d'attente, mais une fois que tu es arrivé sur la fenêtre de chat qui ressemblait effectivement, ça c'est une première erreur, ça ressemblait trop à ChatGPT. Donc les gens ont dit, mais ça c'est le ChatGPT à la française, ce qui n'était pas le cas. Mais globalement, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait tout de suite un message qui apparaissait qui te disait c'est un service gratuit, mais contre cette gratuité, il faut que vous nous autorisiez en fait à récolter les données. Et donc, tu avais la possibilité, soit tu refusais et tu sortais de la plateforme, soit tu acceptais. Et nous, en fait, ça nous permettait de récolter les prompts et les générations pour pouvoir faire ces données d'instruction qui sont nécessaires pour faire la deuxième étape en fait, de l'entraînement du modèle. Donc, je pense que si tu veux, on n'a pas été suffisamment clair sur le message pour expliquer que c'était une démarche expérimentale, qu'on attendait plutôt des retours bienveillants et ainsi de suite, et qu'on était conscient qu'on n'était qu'à l'étape, tu vois, de pré-entraînement. Donc, on n'était pas sur un produit fini. C'était une liste de conditions générales d'utilisation, quoi. Oui, voilà, mais c'était en fait, il y avait une demi-page. Hein, okay. C'était pas un contrat à lire. Quelque chose que les gens lisent pas forcément. Normal, oui. Alors voilà, c'est ça. Je pense que la plupart des gens, si on n'a pas mis de timer, en fait, si tu veux, pour savoir combien de temps, en fait, les gens avaient cliqué sur OK, mais comme dans souvent et trop souvent, en fait, tu lis ou tu comprends pas, tu prends pas en compte en fait la totalité en fait des règles d'utilisation en fait de la solution. Voilà. Donc première chose, donc effectivement, le fait que ça ressemble trop à ChatGPT, les gens en fait ont dit c'est le ChatGPT. Et je vous rappelle en fait qu'on sort Lucie.chat la même semaine que Stargate et DeepSeek.
Donc globalement, le raccourci a été très vite fait de dire « Ah, ça, c'est la réponse à DeepSeek et à Stargate ». Ce qui 2 n'était semaines pas du avant tout... le sommet en plus sur les... Voilà, ce qui n'était pas du tout... Voilà. Donc après, est-ce qu'en fait, on voulait profiter du sommet pour mettre en éclairage en fait, sur nos travaux? Oui, on va pas... tu vois, mais globalement, on n'a pas essayé de tromper... on a mis cette plateforme, encore une fois, c'était marqué de dire en fait, on veut récolter des données qui sont nécessaires pour faire cette deuxième étape. Voilà. Et puis après, bon, l'emballement médiatique, tout simplement, c'est que on avait mis en fait des garde-fous légers, pas aussi expérimentés que ceux qu'on peut avoir en fait sur les modèles commerciaux. Mais bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui ont voulu mal intentionnés et qui ont essayé et qui ont réussi à détourner. Et effectivement, dès lors qu'on a vu que donc le samedi 24 janvier, quand on a vu des générations sur des messages haineux, donc là, on a pris la décision d'arrêter. Ça dépassait en fait complètement, tu vois, le contexte. C'était plus acceptable. C'était par le biais de bots, ça, du coup? Parce que j'ai vu que vous aviez communiqué sur le fait qu'il y ait potentiellement des attaques de bots. Donc oui, on a au moins un. Voilà. Après, le truc, c'est qu'en fait, on est dans une démarche en fait open source, donc on demandait pas de préenregistrement, on n'enregistrait pas les IP, donc en fait, parce que les gens nous disaient mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte et ainsi de suite. Bon, déjà, c'est parce que c'est pas trop notre culture. Et puis, c'était vraiment pas l'objectif. En fait, c'était une plateforme en fait de démo, bêta, expérimentale. Bon, je pense qu'on n'a pas été suffisamment clair en fait sur notre intention. Et puis, après, moi, ça faisait très longtemps que je n'étais pas retourné sur Twitter, enfin sur X. Bon, j'ai redécouvert X en fait à cette occasion-là, bon, avec tout ce que c'est, tout ce que ça peut apporter d'extrême. Voilà, donc concrètement, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que on n'a jamais, tout le monde connaît Lucie. Tu vois, en fait, 2 semaines après, j'allais à Londres, en fait, State of Open, j'intervenais en fait à Lucie, donc pour présenter Lucie. Et donc dans la salle, je dis voilà, qui connaissait Lucie il y a 3 semaines, qui connaît Lucie, tu vois, y compris à Londres, tout le monde lève la main. Donc on s'est acheté chèrement une belle tribune en fait médiatique. C'était bien sûr pas du tout l'objectif, mais la réalité c'est ça. Et surtout, ce qui est vachement intéressant, c'est que si tu veux, les sachants, ceux qui savent, dès le lundi, on a eu des messages de soutien et en fait vraiment on a eu à la fois la communauté et puis des gens externes en fait au projet, externes à tout ça, ont pris en fait vraiment parti. Et nous aussi, moi j'ai vécu les premiers jours, les premières interviews aux journalistes, elles étaient extrêmement dures. Et aujourd'hui, si tu veux, on nous demande finalement un peu comme tu le fais, c'est-à-dire en fait prendre un peu de recul et de dire mais voilà comment en fait on change la donne et comment on veut en fait finalement créer cette autonomie et cette indépendance dans le domaine de l'IA générative. Parce que la réalité, c'est que tu veux, depuis qu'on a fermé, on a fermé le 24 vers 18h, et là, en fait, donc, on est donc pratiquement un mois après, on a plus de 6000 personnes qui ont... Parce que maintenant, si tu vas sur le site, tu as un formulaire que tu peux... Liste d'attente, c'est ça? Ouais, liste d'attente. 6000 personnes, et la plupart... Alors bon, j'ai effectivement 15 ou 20 fois Emmanuel Macron. Bon... on le remercie pour son soutien, mais je ne suis pas sûr que voilà, ça soit lui à chaque fois. Mais par contre, la majorité des gens ont mis, c'est des adresses réelles, et parfois, la plupart ont mis leur numéro de téléphone. Donc, il y a une vraie attente par rapport à ça. Et moi, c'est peut-être que, si tu veux, ça nous a dépassé aussi. C'est que je pense que le sujet d'avoir une IA française, européenne, mais allez, française, pour la plupart des gens, moi je travaille au niveau européen, mais maîtrisée, garantissant notre autonomie, sincèrement, c'est attendu. Et alors du coup, vous en êtes où là? Enfin, je ne sais pas si vous communiquez sur cette roadmap-là, mais il y a des annonces qui ont été faites sur la suite? Donc, déjà, en début de semaine dernière, on a relivré en fait une version instruite de Lucie avec... moi, j'ai diminué mon niveau d'exigence. Et on a utilisé des jeux d'instruction qui sont alors, ouverts, mais y compris les auteurs disent c'est take it as it, donc tu les prends comme c'est. Et en fait, ils garantissent pas forcément les droits et ainsi de suite.
Mais j'ai dit que je voulais faire ça pour justement essayer aussi d'expliquer que c'est pas le modèle fondation qui pose problème, c'est cette phase en fait d'instruction qui n'était pas terminée. Donc on a fait un modèle instruit donc qui est disponible sur Hugging Face, donc on peut télécharger et qui bien sûr en fait apporte des niveaux de performance bien meilleurs. Alors, il continue en fait à faire des omelettes aux œufs de bœuf, mais en fait, c'est le cas. Je retestais ça en fait sur d'autres modèles ce week-end, donc voilà. Mais globalement, tu sais, sur les problématiques mathématiques, donc c'est vrai que tout ça en fait maintenant c'est corrigé. Donc, on a un modèle en fait aujourd'hui qui commence à avoir en fait une phase d'instruction correcte. Et là, en fait, on va travailler sur la phase. Donc, on a plusieurs choses. Donc, on va continuer en fait à travailler, à améliorer cette phase d'instruction. Et puis aussi, on va injecter en fait ce qui s'appelle en fait les fameuses préférences humaines. Et là, on va utiliser en fait donc une initiative qui est pilotée par le ministère de la Culture, qui s'appelle Compare IA. Donc, c'est une très bonne plateforme. Okay. Pourquoi? Je ne sais pas si tu connais. Non. Donc, globalement, tu as un prompt. Tu mets ton prompt. Et en fait, ça te sort en fait des réponses à l'aveugle sur 2 réponses. Tu sais pas le modèle. Et donc, on te demande de faire une évaluation en fait de la réponse. Okay. Tu peux dire, je préfère la première, et puis sur le ton, sur la précision, ainsi de suite. Et à la fin, on te révèle en fait le modèle qui a été utilisé. Et en fait, l'objectif de ça, donc pour le ministère de la Culture, il y en a 2. Un, c'est sensibiliser les gens à ce que, tu vois, sur une même question, tu peux avoir des réponses différentes entre les modèles. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'à la fin, en plus du modèle, on te dit aussi l'impact que tu as eu sur l'environnement, donc en termes de, tu vois, combien de minutes, l'équivalent de minutes sur YouTube, tout ça. Donc, je trouve que c'est vachement intéressant. Et deuxième chose, c'est qu'ils fournissent, donc sur Hugging Face, donc en fait, ils récupèrent ces données et en fait, ils les mettent à disposition. Et pour nous, c'est vachement intéressant puisque maintenant, ils doivent être pas loin de 70 000 en fait, questions avec des préférences. Donc, globalement, donc, dans le dataset qu'ils mettent, tu as la question, les 2 générations avec les 2 modèles et la préférence humaine. Donc nous, c'est vachement intéressant puisque ça nous donne beaucoup d'éléments pour pouvoir en fait continuer à entraîner. Donc après, à la question à 1 000 €, savoir quand on revient, donc notre objectif aujourd'hui, ça serait de revenir en fait à la fin du printemps, là, donc mois d'avril, début mai, mais pas avec la forme de Lucie.chat. Même si l'objectif, ça sera toujours de collecter des données, puisqu'on en a besoin. Donc ça, en fait, il faudra le faire. Mais certainement, en fait, qu'on va changer la forme et la représentation pour pas que ça soit, en fait, effectivement, vu comme un chat à la ChatGPT. Bah écoute, c'est génial. Et j'ai peut-être une dernière question à te poser. Tu vois, on a commencé cette discussion en parlant d'audace. Bon, quand il y a autant de French bashing qui se fait sur une initiative française comme celle-ci, et qu'on a encore envie d'avancer pour améliorer le problème, toi, quel message tu aurais envie de faire passer, tu vois, pour les utilisateurs de Lucie, ceux qui ont testé ou ceux qui testeront dans le futur sur tout ça, sur l'intelligence artificielle et sur ce que la France a à proposer? Bah déjà, en fait, il faut qu'on soit tous conscients d'avoir une utilisation responsable de l'IA, première chose. Et donc, responsable, ça veut dire qu'on soit conscient aussi de l'impact environnemental de tout ça. Bon, on a eu Grok 3 là, qui est sorti, et donc les premiers chiffres, je ne sais pas si tu as vu ça, mais donc le data center en fait, où en fait, a été entraîné et qui sert en fait Grok 3, donc de façon quotidienne, hein, jour par jour. Donc en consommation électrique, c'est l'équivalent d'une ville de 150 000 habitants, et c'est 3,9 millions de litres d'eau par jour pour refroidir en fait ce data center. Donc concrètement, est-ce que en fait on a envie de ça, tu vois? Et donc c'est là où je pose la question, tu vois, les 35 data centers en France, alors même si on va faire certainement mieux et ainsi de suite, mais tu vois, je me pose vraiment la question de savoir si c'est vraiment très responsable. Donc je pense que là, notre responsabilité en tant qu'utilisateur de l'IA, c'est voilà, qu'est-ce que je veux? Et donc finalement déjà, tu peux dire bah non, je ne veux pas rentrer dans cette course à la puissance et dans ces méga modèles. Et donc, je vais en fait avoir une approche différenciée, premier élément. Deuxième chose, eh ben, c'est de, tu vois, l'audace, c'est aussi, tu vois, d'accepter dans un premier temps, peut-être, tu vois, moi, je suis très impressionné par les capacités de génération de Mistral, le chat de Mistral, 1000 tokens secondes. Ok, mais à quel prix? En fait, ça tourne pas en France.
Donc, du coup, est-ce qu'en fait, on n'est peut-être pas capable d'accepter peut-être que 25 tokens secondes ou allez, 80 tokens secondes et que ça soit hébergé en France, tu vois. Donc, c'est aussi ça, c'est de dire, en fait, un peu ce que je disais tout à l'heure, à un moment donné, de revoir un peu ce niveau d'exigence. Mais sincèrement, enfin, tu vois, déjà, le temps que ça te fait gagner, tu vois, t'as pas besoin d'avoir une réponse, en fait, de façon immédiate. Et puis, troisième élément, je pense que si tu veux, il faut être fier, en fait, si tu veux, que notre innovation et notre industrie française, elle se développe. Tu vois, on l'apprend à nos dépens sur d'autres secteurs. Tu vois, il a fallu qu'on se prenne des claques sur le gaz naturel et ainsi de suite, tu vois, pour qu'on réinvestisse. Bon, un autre sujet sur l'armement, tu vois, il a fallu qu'on réarme parce qu'en fait, c'est important. Donc, est-ce qu'on doit être encore, on va attendre encore combien de temps avant de se dire que dans le domaine du numérique, puisque ça a été ta première question, et plus spécifiquement de l'IA, est-ce qu'on va attendre en fait 10 ans pour se dire, OK, faut y aller maintenant? Non, donc c'est maintenant. Il n'y a pas d'autre choix parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui va être vraiment transformateur de nos sociétés, mais il ne faut pas le faire aux dépens de nos valeurs ou de notre civilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux retrouver d'autres formats d'analyse, d'actualité et des masterclass sur la tech et les startups, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et nous on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité.